La geek de service. Pour ce dernier épisode de 2021, je vous propose mon top 10 de mes outils techno coup de cœur de l'année. Certains de ces outils-là sont des outils que j'utilise depuis plusieurs années, mais qui ont de nouvelles fonctionnalités. D'autres sont des découvertes qui ont fait mon top 10 parce qu'ils font maintenant partie de mon quotidien. Bien sûr, c'était difficile de faire un choix de 10 outils, mais les outils que je vous présente sont vraiment des outils que j'adore et que j'utilise régulièrement. Allons-y. Numéro 10, je vous parle de Flipgrid. C'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années. Lorsque j'enseignais, je l'utilisais avec mes élèves, souvent comme billet de sortie à la fin, par exemple, d'un projet pour recueillir leurs opinions, parfois pour amorcer les projets aussi, voir qu'est-ce qu'ils connaissaient sur le sujet, parfois juste pour des questions en lien avec l'actualité. C'est difficile au début, peut-être avec des ados qui pourtant, sont sur les réseaux sociaux beaucoup, mais là, ils devaient s'enregistrer, que les autres les voient. Donc, il y avait tout un côté, de confiance et de respect à mettre en place. Flipgrid, offre une panoplie d'outils. Maintenant, ils ont des nouveautés pour faire, des enregistrements en mode balado. Donc, si je retournais en classe, ben, j'offrirais cette possibilité-là aux élèves qui, par exemple, n'ont pas envie qu'on voit leur visage. Ils ont des tonnes d'arrière-plan. Ils ont des possibilités aussi de pouvoir mettre une vidéo en arrière-plan ou même une capture d'écran et qu'on voit le visage de la personne parler par-dessus. Donc, je vois des tonnes de possibilités. Par exemple, des élèves qui ont travaillé sur un projet dans Minecraft qui nous font faire une visite, nous parlent par-dessus la visite en nous expliquant ce qu'on est en train de voir. Et pour les enseignants, et même pour monsieur, madame, tout le monde, en fait, il y a la possibilité de créer des capsules vidéo qui sont vraiment jolies. Justement, on parlait des arrière-plans, il y a des espèces de stickers et tout. Récemment, ils ont ajouté la possibilité de créer ce qu'ils appelaient des shorts qu'on pouvait faire sur l'ordinateur seulement. Maintenant, se font sur mobile aussi. Donc, on a la possibilité de créer des capsules, des petits enregistrements que ce soit des capsules pédagogiques ou même des capsules pour souhaiter bonne retraite à quelqu'un ou une bonne fête. C'est une façon géniale de recueillir des vidéos rapidement aussi. Donc, dès que j'ai un projet avec plusieurs personnes, que ce soit des adultes, des élèves, ben j'ouvre un Flipgrid, j'ouvre le groupe et les gens peuvent venir me déposer une vidéo qu'ils ont agrémentée de toute la panoplie d'outils pour pimper la vidéo que Flipgrid offre. C'est super facile d'utilisation. Donc, pour cette raison-là, Flipgrid fait mon top 10. Mon numéro 9 de mon top 10 est l'application DownDog dont je vous ai déjà parlé. L'application, elle est gratuite pour un certain temps, payante par la suite. Moi, je crois qu'elle vaut vraiment la peine. Parfois, il y a des applications gratuites qui suffisent à nos moyens, mais il y en a d'autres qu'il faut payer si on les utilise beaucoup. Moi, DownDog est une application que j'utilise pratiquement tous les jours. Elle offre du yoga, de la méditation, des petits entraînements rapides et maintenant, nouveauté, elle offre aussi de l'accompagnement au niveau de la course. Ce que j'aime particulièrement, c'est que je peux ouvrir n'importe laquelle des applications de Down Dog, que ce soit yoga, méditation et autres, regarder mon horaire et me dire, ben j'ai 10 minutes, je vais faire un 10 minutes d'entraînement rapide et je lui dis ce que je veux travailler, je lui dis quel type de musique je veux et je pars. Ça fonctionne bien sur une tablette, ça fonctionne bien sur un téléphone, ça va avec nous en tout temps. Donc, régulièrement dans ma journée, on passe beaucoup de temps derrière l'écran, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de déconnecter. Bien, Down Dog est vraiment mon application préférée pour pouvoir décrocher selon le temps que j'ai disponible, que ce soit 20 minutes ou même 5 minutes. J'ai que 5 minutes pour faire quelques pauses de yoga pour m'étirer. J'adore particulièrement le yoga sur chaise que je fais souvent lorsqu'on a de longues réunions. Je ferme la caméra dans Teams, Zoom ou Meet et je fais un petit 5 minutes d'étirement, puis je reviens par la suite. Donc, ça permet de bouger un peu. Donc, Down Dog, qui est une de mes applications préférées.
Numéro 8, c'est la digitale. C'est vraiment un outil que je découvre. C'est libre de droit, c'est gratuit, ça respecte les données. Donc, c'est une belle alternative à un paquet d'outils. Jusqu'à présent, je n'ai pas exploré la suite au grand complet, mais je suis très impressionnée, par exemple, par Digipad, qui est une super alternative à Padlet. Padlet que j'aime beaucoup aussi, mais Padlet qui me limite avec la version gratuite à seulement 3 Padlets, là, donc 3 espèces de tableaux. Digipal est complètement gratuit, donc possible d'en faire une panoplie. C'est vraiment le même principe que Padlet. J'ai aussi découvert, grâce à Mathieu Mercier, qui est monsieuruniverssocial.ca, si vous voulez aller voir son site, c'est hallucinant. Et il a tout fait ça avec Google Site et c'est lui qui m'a fait découvrir DigiQuiz et LogiQuiz, qui sont deux outils. LogiQuiz est un logiciel qu'il faut télécharger pour pouvoir créer des fichiers H5P. Ceux qui sont familiers avec Moodle connaissent déjà H5P. Ce sont plein de petits modules. Sur LogiQuiz, là, il y en a une cinquantaine qui permettent, par exemple, de mettre de l'interactivité dans une vidéo, qui permettent de faire des dictées trouées, des activités glissées, déposées. Donc, on bâtit son activité, ça nous donnait un fichier qu'on doit ensuite déposer. On pouvait déposer dans WordPress, on pouvait déposer dans Moodle, mais ça nous prenait quelque chose de plus et c'était pas possible avec Google Site. Par contre, avec DigiQuiz, ça nous permet d'intégrer le tout avec Google Site. Bon, les fans de Moodle vont me dire, oui, mais je peux pas faire le suivi de mes élèves. Effectivement, on parle plus d'activités interactives qu'on peut offrir, par exemple, sur un site pour que les gens puissent avoir une idée d'où ils en sont, mais on ne pourra pas suivre et dire, ben, Jérémy a eu 4 sur 5 dans le quiz que j'ai bâti. Par contre, ça peut être un outil de rétroaction vraiment puissant si on a un site, mais testez vos connaissances, venez voir ce que vous avez retenu de ce que vous venez de lire sur mon site, par exemple. Donc, le mix Google Site, DigiQuiz et LogiQuiz, j'adore. C'est quelque chose que je vais continuer d'explorer, qui va permettre d'ajouter de l'interactivité sur beaucoup de matériel de formation qu'on met en ligne. Par exemple, au CSS de Laval, on a la trousse numérique. Ben, on va peut-être rajouter là, justement un petit peu d'interactivité. Venez tester vos connaissances en utilisant les outils de la digitale. Et je me promets qu'en 2022, la digitale est un site que je vais explorer encore de façon plus approfondie parce que jusqu'à présent, je suis très, très, très heureuse de ce que je vois et de découvrir ce site. En 7e position, je vous parle de Wakelet. Je vous en ai souvent parlé. Wakelet est dans mes outils chouchous que j'utilise de façon régulière. Ça me permet d'avoir une espèce de portfolio de tout ce que je trouve, de regrouper ce que je trouve. Si, par exemple, je vois passer des nouveaux micros qui sont recommandés dans un article, mais je vais les ajouter à une liste Wakelet de micros à recommander. Si je vois passer des sites d'images libres de droit, ben, j'ai un Wakelet de tous les sites d'images libres de droit. Donc, quand on me pose une question ou quand moi-même, je cherche de l'information, je retourne dans mon Wakelet et je m'en vais dans ma liste, par exemple, d'images libres de droit pour voir d'autres sites que ceux que j'utilise couramment, par exemple. Ils ont ajouté une nouveauté qui est la nouveauté d'organiser le tout par colonne. J'adore, j'adore. C'était à peu près le seul irritant que j'avais avec Wakelet, c'est que c'était difficile d'organiser le tout. C'était très linéaire. Donc, il fallait ajouter des boîtes de texte, mais là, quand on voulait rajouter des choses, ça devenait pêle-mêle. Là, maintenant, je peux mettre le tout par colonne. Autant que je m'en sers professionnellement, je m'en sers personnellement. On s'est parti une liste de restos. Chaque fois que quelqu'un me parle d'un resto à essayer, ben je l'ajoute dans la colonne resto à essayer dans mon Wakelet. Wakelet est dans mon appareil mobile et dans Chrome avec mon extension. Donc, en quelques clics, je peux facilement ajouter puis classer l'information où je veux, que ce soit pour des outils numériques, que ce soit pour des choses plus personnelles comme les restos. La prochaine chose en 2022 que je me donne comme défi d'essayer est l'idée d'utiliser Wakelet comme portfolio avec les élèves. Je vois vraiment une plus-value, surtout au niveau secondaire, qui puisse commencer à colliger le tout, puisque Wakelet permet d'ajouter des sites, des PDF, des documents de notre Drive
Donc, ça pourrait permettre un portfolio rapide et efficace et qui permettrait de partager le tout pour les élèves de façon efficace aussi parce que les options de partage et de collaboration sont vraiment super parce qu'on peut inviter des gens à collaborer dans nos Wakelets. C'est vraiment un outil très, très, très polyvalent. Dans l'ère d'aujourd'hui où on a tellement d'informations, on a tellement de choses à colliger, Wakelet est vraiment mon outil chouchou pour organiser ce que je trouve. D'ailleurs, l'infolette de la geek de service est toujours faite dans un Wakelet que je peux partager. Vous pouvez d'ailleurs dans Wakelet venir mettre des petits pouces en l'air un peu à la réseaux sociaux, donc un peu comme dans Facebook et autres, venir me mettre des likes dans ce que vous avez préféré. Vous allez les retrouver facilement sur les réseaux ou sur le site lageekdeservice.com. Donc, Wakelet pour tout organiser vos trouvailles. En 6e position, je vous parle de Soundtrap. J'ai utilisé Soundtrap avec des élèves il y a plusieurs années pour des projets où les élèves devaient, par exemple, lire un texte et ajouter des sons. Donc, un conte, par exemple, où tout à coup, on entend le vent souffler. On pouvait ajouter, il y a une banque de sons absolument géniale. Je l'utilise beaucoup en mode balado également. Pourquoi Soundtrap? Et pas Audacity et pas GarageBand, ce sont des outils absolument géniaux, mais Soundtrap est très, très simple et sa particularité, c'est qu'il est en ligne, donc disponible sur toutes les plateformes. Si je prends GarageBand, ben ça me prend les outils Apple. Si je prends Audacity, il faut que j'installe le logiciel, donc un petit peu plus compliqué pour quelqu'un qui est sur un appareil mobile, par exemple, bien que je sais que c'est faisable. Mais je trouvais que Soundtrap, ben ça fonctionne pour tout le monde, pas de souci, tout le monde est là. Et sa plus-value que j'adore, c'est qu'il est collaboratif. Donc, il me permet de travailler, par exemple, sur un projet de balado, comme le projet de balado que j'ai avec mon conjoint qui s'appelle Le Plan numérique. Eh bien, on est tous les deux dans Soundtrap. Il peut venir m'ajouter les pistes audio. Il peut venir lui-même jouer, faire du montage. Je peux moi aussi embarquer et travailler avec lui. On peut couper puis réorganiser le tout. Donc, j'ai pas trouvé d'outil équivalent qui m'offrait cette puissance collaborative-là. La version personnelle me suffit pour le moment. Il y a une banque de sons absolument hallucinante et bien sûr, on peut aller importer des sons libres de droit si on veut aussi. Je vais peut-être arriver à une étape où je vais avoir besoin de la version payante, mais pour le moment, ça fait quand même plusieurs années avec la version gratuite. À noter qu'il y a une version éducation qui est payante, celle-là, pour pouvoir gérer là, les projets de vos élèves. Si vous voulez faire seulement pour un projet, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir la version complète. Alors, on fait créer des soundtraps individuels. Attention, je pense que c'est 13 ans et plus, sinon ça prend des permissions parentales. En fait, on devrait toujours vérifier dans nos outils quel est l'âge qui est demandé et de toute façon, demander des permissions parentales avant de faire quoi que ce soit en ligne, c'est toujours une bonne idée. Mais si vous cherchez un outil facile pour faire du montage audio, pour avoir accès à une banque de sons, glisser, déposer, sans avoir à chercher partout sur le web, Soundtrap est vraiment à découvrir. En numéro 5, c'est une extension qui s'appelle Language Tool que j'ai découverte cette année, mais qui était connue, c'est pas une nouveauté. J'ai plusieurs collègues, dont mon super collègue Alexandre Bazinet qui me dit qu'il l'utilise depuis des années. C'était une découverte pour moi. Donc, Language Tool est une extension Chrome. Je suis toujours un peu prudente avec mes extensions Chrome. Plus on en a, plus ça ralentit, plus ça peut entrer en conflit avec d'autres choses. Donc, j'ai vraiment testé avant de recommander le tout, mais vraiment, j'ai pas vu de ralentissement majeur. Ça me suit partout. C'est ultra efficace. J'ai la version de base gratuite qui me permet de corriger mes fautes d'orthographe, des fautes, par exemple, de ponctuation. Ça va pas venir corriger des fautes de style d'écriture ou d'anglicisme. Ça, ce serait dans la version payante que je n'ai pas pris parce que quand j'ai des longs textes ou des choses vraiment que je dois réviser, j'ai mon antidote qui est vraiment super efficace. Mais pour du petit écrit rapide de tous les jours dans des chats, dans des publications sur les réseaux sociaux, Language Tool est absolument génial et suffisant pour une utilisation quotidienne. Il me suit vraiment partout. Vous allez avoir une petite bulle qui vous suit partout et qui vous dit s'il y a des fautes. Donc, Language Tool, une extension ultra pratique à utiliser. En 4e position, je vous parle d'un outil dont je ne pourrais plus me passer, c'est Rambox. Je vous en ai déjà parlé.
J'ai plusieurs modes de communication. Les gens ont chacun leur outil chouchou de communication, mais puisqu'on a tous nos outils chouchous, ben ça veut dire que toutes les autres personnes doivent s'approprier les outils chouchous de tout le monde. Donc, dans mon Rambox, j'ai 2 instances de Microsoft Teams, 2 instances de Google Chat, mes messages sur Messenger, sur, Yammer, sur, Twitter. Donc, ça faisait beaucoup d'endroits où aller, vérifier les messages et beaucoup d'onglets à garder ouverts et à rafraîchir pour voir s'il y a de quoi de nouveau et autres. Rambox me permet d'avoir tout ça dans un même endroit. Ça ouvre le matin automatiquement en même temps que mon ordinateur et tous les onglets sont là. À noter que j'ai quand même un bon ordinateur, assez puissant. Rambox tire du jus. Donc il faut, c'est comme avoir là plusieurs pages web d'ouvertes en même temps, plein, plein, plein d'onglets qui roulent en tout temps. Donc c'est sûr que ça tire du jus. Rambox, dans le fond, c'est ce que ça fait. Ça va chercher sur le web les outils. Donc c'est toujours les versions web. Si on parle par exemple de Microsoft Teams, c'est l'interface web qui est dans Rambox, mais c'est comme si vous aviez laissé tous ces onglets-là ouverts. Donc, plus vous avez d'onglets ouverts, mais plus ça tire du jus sur votre ordinateur. Personnellement, j'ai mis seulement les outils de communication. J'ai pas mis mon calendrier, bien que ça se fasse. J'ai pas mis mes courriels. J'utilise d'autres choses pour mes courriels que je peux ouvrir et fermer là, comme je veux. J'aime bien les fonctions ne pas déranger dans Rambox. J'ai enlevé les petits sons de notification partout, mais ça me permet de faire une veille sur tout ce qui se passe, de voir les conversations un peu partout. Honnêtement, je ne pourrais pas m'en passer au nombre de communications qui passent par jour. C'est ma façon de m'organiser. Donc, Rambox, la version gratuite est tout à fait suffisante. Jusqu'à présent, ça fait quand même depuis septembre que je l'utilise sans aucun problème de mon côté. En numéro 3, je vous parle de Schoolitics. Bon, si vous n'avez pas Google Classroom, je vous invite à peut-être faire un petit avancé rapide de quelques secondes. C'est vraiment pour les utilisateurs de Google Classroom. C'est quelque chose qui personnellement me manquait beaucoup d'avoir du data, des données sur mon Google Classroom, de voir ce qui se passe, de pouvoir prendre des décisions selon les données que je recueille sur les travaux que je donne, sur les jours que je le donne. Donc, c'est un tableau de bord pour votre Google Classroom. Il suffit de le jumeler à votre Google Classroom. La version gratuite vous permet jusqu'à 10 classes jumelées à la fois. Donc, ceux qui ont plus que 10 classes, vous pourriez en jumeler 10, puis après ça, enlever les 10, en remettre 10 autres et voir ce qui se passe. Fait que, par exemple, je pourrais dire, je vais voir mon premier cycle, puis après ça, je vais voir mon deuxième cycle si je suis au secondaire et j'ai beaucoup de groupes. Pour la majorité des enseignants, 10 groupes, ça va être suffisant. Il y a une version payante, c'est plus au niveau de l'école au complet, si votre direction d'école voulait prendre le pouls de tout ce qui se passe dans tous les classrooms ou même du centre de service, là, eux autres, ils appellent ça le district au complet. La plateforme est en cours de traduction. On s'entend que j'essaie même d'aider, là, de leur envoyer quand je vois des choses. Donc, ça va être du franglais un peu au début. Donnez-leur une chance. C'est un tout petit groupe qui travaille là-dessus. Ils travaillent d'ailleurs avec la super Alice Keeler. Si vous ne suivez pas Alice Keeler sur les réseaux sociaux, c'est un must. Et elle développe continuellement pour la plateforme. La plateforme, vraiment, comme je dis, c'est votre tableau de bord. Ça va être vous qui allez décider ce que vous avez envie de suivre. Donc, vous pouvez dire à la plateforme, je veux que tu me sortes tous les élèves qui remettent à moins de 80% leurs travaux. Ça va vous sortir les données qui sont toutes exportables dans des fichiers et autres. Vous pouvez suivre aussi à l'aide de mots-clics, qui est une particularité que j'aime beaucoup. Donc, libre à vous de décider ce que vous avez envie de suivre. Donc, si pendant ce mois-ci, j'aimerais ça voir si je donne suffisamment de travaux en équipe versus individuel, mais ce que j'ai à faire, c'est de mettre un petit mot-clic, un hashtag, là, comme sur les réseaux sociaux, que je vais suivre. Donc, pour suivre la tendance, mais dans ma description de mon devoir, je vais venir mettre un petit hashtag, un petit mot-clic, travaux d'équipe ou travail individuel. Et là, ben, je vais pouvoir dire, sors-moi les données dans le dernier mois de tous les mots-clics qu'il y avait en nombre de travail de groupe versus individuel. Imaginez donc les possibilités des mots-clics. Ça pourrait être quel outil j'ai fait travailler,
que j'ai fait découvrir à mes élèves. Ça pourrait être par compétences, ça pourrait être par, type d'évaluation, type de rétroaction. Les possibilités sont absolument énormes. Il y a de plus en plus de petits ajouts qui se font, par exemple de la création de groupes aléatoires qui est intéressante parce que ça s'exporte dans un Google Présentation qu'on peut ensuite distribuer et on a le nom de chacune des équipes déjà écrit dans les diapositives. Donc, c'est vraiment un outil à découvrir qui est en développement. Donc, il faut quand même être ouvert à se dire, oups, ça, ben, c'est mal traduit ou ça, c'est pas encore optimal. C'est vraiment en développement, mais je crois que c'est un outil absolument génial pour venir prendre des décisions éclairées sur ce qu'on donne à nos élèves comme travaux, comme façon de faire. On peut suivre des rapports individuels sur les élèves, voir est-ce que il fait ses devoirs plus souvent en fin de semaine versus en début de semaine. Ça va vous donner à vous aussi, vous donner quoi comme type de devoir parce que ça vient chercher au niveau de vos thèmes que vous assignez. Bref, à découvrir si vous aimez là, les données, de vraiment pouvoir voir des graphiques, voir ce qui se passe. Schoolytics, c'est vraiment à explorer. En numéro 2, mon outil chouchou, c'est Screencastify. J'ai essayé Loom, j'ai essayé les autres, ils sont tous géniaux, mais Screencastify a une petite coche de plus, selon moi, parce qu'il s'en va directement dans mon Google Drive. Il est facile à partager. Les vidéos sont vraiment à moi et c'est un outil pour lequel je paye parce que je veux avoir la totale. Maintenant, ils ont des nouveautés qui l'améliorent encore plus. J'ai la possibilité d'ajouter, de demander le nom de la personne ou de demander une connexion pour savoir qui a vu mes vidéos. Donc, quelque chose de super intéressant si j'envoie une vidéo, par exemple, à des gens, je veux savoir qui a vu la vidéo, mais j'ai des options maintenant de partage différentes. Ils ont aussi ajouté des options pour ajouter de l'interactivité directement dans ma vidéo. Donc, je peux ajouter des questions à choix multiples. Ça peut être des vrais ou faux ou des choix multiples, mais juste question d'ajouter de l'interactivité. Puis je peux voir le tableau de bord. Si j'ai jumelé ça avec, j'ai demandé l'identité de la personne, plus ajouter des questions, ben là, je peux voir si les questions étaient bien réussies. Toutes ces options-là là, sont interchangeables. Donc, je pourrais décider que c'est une connexion anonyme, mais je veux voir les résultats des personnes. Je vais avoir donc juste un nombre. Je pourrais dire, je veux une connexion avec courriel ou je veux une connexion où j'invite les gens à entrer leur nom. C'est sûr que là, ils peuvent écrire le nom qu'ils veulent. Donc, j'ai plein de petites particularités que je peux venir ajouter à mon Screencastify. J'aime beaucoup leur outil d'édition. Les puristes d'édition de vidéos ne vont pas aimer. C'est pas aussi puissant. Mais moi, personnellement, de pouvoir juste ajouter une image au début, du texte par-dessus, de pouvoir zoomer, de pouvoir venir flouter une section, de pouvoir venir couper la vidéo. C'est pas mal ce que j'ai besoin lorsque je fais un tutoriel rapide. J'ai pas besoin de faire une production théâtrale. C'est sûr qu'il y a des outils beaucoup plus puissants que l'édition de Screencastify, mais sa simplicité et sa rapidité de basculer en édition pour ensuite partager en restant tout le temps dans le même outil et en ajoutant maintenant de l'interactivité, puis des options de partage, pour moi, d'avoir tout clé en main sans avoir besoin de télécharger, d'utiliser un deuxième outil, de partager de telle ou telle façon, de mettre ça dans mon drive, puis je trouve que c'est vraiment un outil dont je ne pourrais me passer, honnêtement, que j'utilise plusieurs fois par jour. Je l'utilise pour faire des tutoriels, je l'utilise pour répondre rapidement. Des fois, là, un long courriel, là, c'est interminable. Ça va bien mieux de pouvoir le montrer à l'écran. Notre voix passe, puis on a un contact un petit peu plus humain que par un courriel. Donc, j'aime bien utiliser Screencastify. J'aime bien faire des GIFs animés avec Screencastify qui s'exportent super facilement. Quand on a juste à montrer en 3 clics ce qu'on doit faire, un GIF fait souvent la job. Donc, tout est clé en main dans Screencastify. C'est pourquoi c'est mon numéro 2 dans mon top 10. Et mon numéro 1 est, sans surprise, Canva,
qui est un outil que j'utilise 1000 fois par jour pour créer des affiches, des images, des publicités sur les réseaux sociaux, pour agrémenter un site Internet. C'est hallucinant. Ils ont un outil de publication intégré que j'adore. Donc, je peux créer mon infographie, l'envoyer directement sur Twitter. Je peux convertir pour que ça fonctionne sur les diverses plateformes. Leur modèle, quoi dire de plus que c'est le plus long dans Canva, c'est de choisir quel modèle on va prendre, de venir changer les couleurs, les images, les polices d'écriture. Ils ont une panoplie d'outils, pas d'outils, mais d'éléments libres de droit. J'ai pas besoin d'aller fouiller ailleurs. Je reste tout le temps dans Canva. J'ai pas besoin d'aller passer des heures sur Internet à trouver une image libre de droit. Ils ont suffisamment d'outils. Leur outil de montage vidéo qui est ultra simple et qui permet un résultat final là, léché, qui a l'air professionnel. C'est vraiment hallucinant. J'ai récemment testé leur service d'imprimerie pour des invitations que je voulais papier. Je capote. La qualité était hallucinante. J'ai reçu mes choses en 3 jours. Euh, c'est un service là, que vous pouvez imprimer des tasses, des t-shirts, des posters, des cartes. C'est tout à même le site. Donc, vous créez vos logos, vos choses. Et là, boum, je commande. En 3 jours, j'avais reçu ma commande. C'est emballé de façon hallucinante. Là, ça faisait mal au cœur d'ouvrir la boîte tellement c'était beau. À tous les jours, je découvre des nouvelles fonctions dans Canva, des nouvelles choses à faire, des nouvelles façons de collaborer parce qu'il en plus, il offre la collaboration. C'est vraiment un outil tellement polyvalent, je ne m'en passerai pas. Et avec la version Canva Éducation, ben là, on a la totale, on est vraiment choyé. Si je n'avais pas la version Éducation, je me payerais la version Pro. C'est dans les outils où je ne peux m'en passer. C'est très polyvalent. En éducation, je vois des possibilités de création pour les élèves, que ce soit des lignes du temps, des affiches, des vidéos. Ils ont des fonctions aussi que je dois tester un peu plus, là, mais de faire des vidéos de partage d'écran là, où on se voit un peu à la Loom, Screencastify et autres. Donc, je vais tester aussi parce que je suis certaine que c'est sur la coche, comme on dit, parce que c'est Canva. Canva offre aussi plusieurs, si vous allez sur leur YouTube, ils ont plusieurs formations. Tout est en anglais. Par contre, avec les sous-titres, peut-être qu'on peut suivre, ou si vous parlez anglais, ça vaut vraiment la peine parce que souvent, c'est des designers qui vont nous montrer un paquet d'astuces pour rendre nos publications encore plus haute. C'est rendu mon outil de présentation dès que je donne un atelier. J'adore leurs petits raccourcis clavier. Par exemple, en mode présentation, là, quand on est vraiment en présentation plein écran, mais il y a des petits raccourcis clavier. On pèse le C, il y a des petits confettis. Si on pèse sur les chiffres du clavier, si je pèse sur 2, par exemple, ça va partir un timer de 2 minutes. Donc, pour animer des ateliers en ligne, c'est super. Donc, je vois la plus-value en classe aussi de pouvoir, que ce soit à distance ou même sur un tableau interactif, ben, on projette notre Canva. Il y a des milliers de présentations qui sont tellement jolies et qui vous proposent un paquet d'éléments là, que vous pouvez changer avec du visuel hallucinant. Là, on a l'impression qu'on a payé un graphiste pour faire nos présentations. Donc, c'est pour ça que Canva est mon top 1. Voilà donc les 10 outils techno qui ont fait mon top 10 à moi, mais j'aimerais maintenant entendre votre top 10 à vous. Je vous invite donc à commenter sous la publication de cet épisode-là, que ce soit sur Twitter ou encore sur Facebook, et m'écrire votre top 10 à vous. Vous les classeriez comment, vos outils chouchous? Peut-être qu'il y en a qu'on a en commun, d'autres que vous allez me faire découvrir. Donc, je vous invite à interagir avec moi sur les réseaux sociaux et me partager votre top 10 à vous.